Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous avons un défilé de cartes mères qui va s'abattre devant vous, on va dire, parce que j'ai trouvé 3 colis qui contenaient des cartes mères, ou plutôt une carte mère de temps en temps, etc., mais ça contenait pas beaucoup plus de trucs, alors du coup j'ai décidé de les regrouper dans une seule vidéo. Donc nous avons d'abord ce colis là, où il y a toute une petite lettre qui a été scotchée directement sur la boîte. Alors vous avez, pour l'instant je vous laisse admirer, si vous arrivez à le voir comme il faut, ce joli Xperia E3. Alors la lettre nous dit salut Fabien, dans ma bonté infinie et ma modestie conservée, je t'envoie 3 cartes mères en socket 1155, dont 2 sont HS et une a environ 99,99% de chance de l'être également, mais n'a pas été testée. Je te joins à cela un splendide Sony Xperia E3 édition spéciale vol plané de 15 mètres par-dessus le guidon, que j'ai démonté comme un barbare afin d'étudier ses entrailles, d'où la soudure brisée entre 2 cartes. Alors là je vois pas très bien à quoi ça correspond. Ensuite, petite précision tout de même, l'une des cartes mères a été achetée à rue Montgalet, etc. patati patata. En fait ce qu'il nous dit c'est que c'est lui qui est responsable des dégâts et non pas, bien entendu, le fait qu'il l'ait acheté d'occasion quelque part et que ça lui aurait été envoyé comme ça. Ensuite, j'espère que tu t'amuseras bien avec tout ça. Et c'est signé Julien Valobras aka Jujuve. Alors inutile de préciser que le 1155 c'est très récent et que donc du coup je n'ai pas vraiment beaucoup de processeurs pour tester ce genre de truc. Et merde, j'ai oublié un scotch, ça m'a perturbé. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, donc le seul processeur que j'ai en 1155, en réalité c'est celui que j'utilise dans mon ordinateur personnel. C'est-à-dire tout simplement un 3570K. Et malheureusement, vu que les cartes mères sont HS et pourraient fusiller un processeur, eh bien, je sais pas s'il est très raisonnable de risquer ce processeur-là pour tester une carte mère, surtout que j'en ai déjà une correcte. Mais bon, je suis pas sûr de ne pas essayer quand même, parce que c'est trop tentant. Alors, voici une carte mère, oula, il y a marqué plein de trucs au dos de la boîte, en orange, comme vous le voyez ici, écrit au feutre... comment on appelle ça, ce fluo? Donc il y a marqué pin socket tordu, reste de la carte mère peut-être intact, car pas qu'est-ce qu'il y a marqué? Rechanger, rebrancher... avec pin tordu, donc PS socket Intel, et il y a marqué... Ah oui, il me dit que sur les sockets Intel, les pins sont sur la carte mère, ce qui d'après lui, est une bonne grosse idée de merde. Et personnellement, je suis totalement d'accord, parce que je trouve que c'est beaucoup trop fragile que ce soit sur la carte mère en elle-même, parce que, en réalité, si vous y réfléchissez, le truc, c'est que si c'est sur le processeur lui-même, en réalité, vous avez un petit quelque chose facile à manipuler, vous pouvez redresser les trucs si vous avez fait une connerie. Là, en l'occurrence, c'est dans un trou, et c'est extrêmement peu accessible, comme vous le voyez, etc. Et en plus de ça, on pourrait faire tomber des trucs dessus sans le vouloir. Enfin bon, c'est vraiment bien casse-pied. Je vois que cette carte mère a pas été beaucoup utilisée parce qu'il y a carrément, enfin elle a même jamais été utilisée je suppose, parce qu'il y a carrément encore le petit truc pour protéger le logo Asus ici. Et donc voilà à quoi ressemble la carte mère, si vous demandez. Alors le modèle doit être marqué sur le côté, je suppose que c'est la boîte qui correspond. Il y a marqué P8Z77V, oui, a priori ça correspond, je suppose que c'est marqué dessus aussi, oui, voilà, c'est la version LX. Et dis donc, tout ce scotch, ça a été vraiment long, plus ou moins 3 minutes à enlever, donc ensuite, voilà, nous avons la carte mère. Alors bon, bien entendu, ça a un système, on va dire, un peu marketing d'ouverture, pour pouvoir avoir un petit peu d'informations sur la carte mère, et patati et patata. Ensuite, ça s'ouvre par le côté, visiblement pour une fois, et non pas par le côté le plus long, ça s'ouvre par le côté le plus court. Donc nous avons du remblai, bien sûr, c'est normal. Voilou, regardons si cette carte mère est aussi désastreusement tordue au niveau du socket que l'autre, parce que ce que nous allons faire, c'est, si c'est possible, nous allons essayer de détordre en vidéo une de ces machines, parce que habituellement c'est relativement faisable, on va dire. Dans celui-là, ça a l'air d'être en effet beaucoup moins varié, ça a l'air d'être beaucoup moins partout, ça a l'air de se limiter à ce petit coin-là, j'espère que vous voyez ça. Alors si vous voulez une astuce pour pouvoir voir s'il y a des broches tordues, ça c'est marqué habituellement dans le manuel, il me semble, si je dis pas de bêtises, il faut choper un petit rayon de lumière, et si tout reflète comme c'est en train de le faire là sur la partie haute ici, eh bien ça veut dire que ça a l'air d'être à peu près détordu, et si vous faites pareil avec la partie basse, comme vous allez voir, regardez, vous avez toute la partie tordue ici,
qui ne reflète rien du tout, alors que tout le reste est bien reflétante. Ça veut dire en effet que visiblement il y a un sacré souci. Et voici la dernière carte mère. Alors comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup moins prestigieuse d'un coup. Il s'agit d'une petite, une micro ATX visiblement, bon, ça doit venir d'un PC assemblé ou un truc du genre, je suppose. Un truc par contre qui est marrant, c'est qu'elle a 2 DVI. Alors ça c'est vraiment sympathique. Un autre truc qui est marrant, c'est qu'elle a absolument aucun radiateur sur le Northbridge. Par contre, celle-ci n'a pas l'air tordue du tout en fin de compte. Je ne sais pas du tout si c'est... Ouais, je sais pas du tout pourquoi elle n'est pas tordue du tout déjà, ça c'est une bonne question, parce qu'il me semblait qu'il m'avait dit qu'elles étaient tous tordues, donc celle-ci semble fonctionner au moins au niveau du socket, hein, ça a l'air d'être bien, comment dire, ça devrait tenir dedans comme il faut et fonctionner quoi. C'est du 1155 et malheureusement, oui comme je le dis et je le répète, j'ai pas du tout de processeur de ce type-là, à part celui qui est dans mon ordinateur, même pas un Celeron, un truc comme ça, ou je ne sais pas quelle connerie, non, j'ai pas du tout de ça. Sinon, un petit quelque chose que l'on peut dire sur cette carte mère, c'est qu'elle est vraiment complètement dénuée des vieux ports qu'il y avait à une époque, c'est-à-dire le PS2 a complètement disparu, a été remplacé par 2 autres USB. Bon là, il y a un peu de gâchis de place à cet endroit-là, ils auraient pu empiler les DVI l'un sur l'autre et mettre plus d'USB ou je ne sais pas quoi, mais je suppose que le chipset doit être trop bas de gamme pour gérer ça. Et un autre truc assez amusant, c'est le fait qu'il y a un PCI Express 16X et 3 PCI Express 1X et absolument aucun PCI classique. Et nous avons aussi un mini PCI Express ici, là, qui permet, je ne sais pas s'il permet d'accueillir un SSD, ça m'étonnerait quand même beaucoup étant donné que voilà quoi, c'est un mini PCI Express, il n'y a pas marqué mSATA en plus dessus à côté ou je ne sais pas quoi, donc il y a des chances qu'il fasse réellement que mini PCI Express, hein. Passons maintenant à un deuxième colis qui m'a été envoyé par un dénommé Tristan, voici sa lettre, rien de très intéressant à dire de plus que il a été envoyé par lui parce que au final, si je vous dis le contenu de la lettre, il y a quand même un petit problème étant donné que la moitié du colis a été enlevé parce que ça aura droit à sa propre vidéo, c'est-à-dire qu'il m'a donné le disque dur le plus bruyant du monde et peut-être que la vidéo a déjà été postée au moment où je dis ça, hein, j'en sais trop rien, mais voilà ce qu'il y avait d'autre dans le colis, il y avait un disque dur complètement mort de chez Western Digital. Enfin, il me semble qu'il est complètement mort, ou alors il est juste devenu hyper lent, c'est-à-dire il s'est mis en sécurité parce que il est complètement foireux, quoi, tout bêtement. Je viens de me rappeler que j'ai essayé de faire des bidouillages sur ce genre de disque dur et j'avais complètement oublié que j'avais ce troisième là. Donc je vais le rajouter à la pile des disques durs qu'il faut que j'essaye de débrider, parce que c'est un bridage visiblement artificiel de la part de Western Digital, parce que le disque dur, enfin voilà quoi, bon, comment dire, il se qualifie comme ayant pas du tout un état satisfaisant et étant un risque tellement important qu'il est préférable de faire ça, et j'ai tendance à penser qu'ils ont plus ou moins raison chez Western Digital, parce que a priori quand c'est dans cet état-là, ça met pas très longtemps à être complètement foireux. Et voici la dernière chose qu'il y avait dans la boîte, c'est-à-dire une grosse carte mère d'époque. Alors c'est du socket 370 si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est marqué, mais là j'ai une ombre alors je ne vois pas, oui c'est bien ça, donc ça doit être un Pentium 3 ou un Celeron ou je ne sais pas quoi. Ensuite nous avons 3 barrettes de RAM dessus, nous avons une Siemens, tiens, une barrette de RAM qui a dû être récupérée dans un PC qui n'est pas celui-là, a priori, enfin je pense pas, parce que cette carte mère n'a pas du tout l'air d'être un truc que l'on pourrait trouver dans des trucs de chez Siemens ou je ne sais pas quoi. Donc attendez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc une Siemens, ouais, une PC66, oh mon dieu, ne pas mettre ça dans un PC aussi récent que ça, entre guillemets récent que ça, parce que 66 de FSB, il faut vraiment trouver des vieux Pentium 2 ou des trucs comme ça pour que ce soit utilisé sans que ça bride le PC. Une PC 100 cette fois-ci et une PC 133 à la fin, et carrément une 512, dis donc, j'en ai très peu des 512, et ça c'est génial parce que c'est vraiment très utile pour upgrader ce genre de vieux PC, c'est souvent leur maximum. Une 256 en PC 100, ça par contre, ça ne bride pas autant que l'autre. Donc ensuite nous avons cette fameuse carte mère, et quand je dis fameuse carte mère, c'est vraiment parce qu'elle a l'air bien fameuse quoi, bien croustillante. Bon, elle a son port ISA bien entendu, elle a plusieurs ports, 5 en l'occurrence PCI, un port AGP, mais alors très spécial parce que ce port AGP peut accepter n'importe quelle carte, c'est-à-dire celles qui sont en 5 volts et celles qui sont en 3,3 volts, si je me souviens bien de la différence, parce qu'il y a un détrompeur qui est ou à cet endroit-là ou à cet endroit-là, et ça détermine en fait quel type
de cartes AGP vous avez en fait, c'est-à-dire les AGP les toutes premières, genre 1X, 2X, puis ensuite les suivantes, les 4X, 8X, et il y en a beaucoup qui sont compatibles avec les deux. Je vais vous montrer ça justement. Voici une carte graphique qui n'est compatible qu'avec les nouveaux AGP, c'est-à-dire les très récents, enfin les relativement récents. Voici une qui est compatible avec les deux types, ça se voit aux deux encoches, etc. Et le fait qu'une carte graphique soit compatible avec les deux types, c'est très fréquent. Par contre, le fait qu'une carte mère le soit, ça c'est rare, j'en ai que deux qui sont compatibles avec les deux types, et très franchement, ça ne se fait pas souvent, et souvent ce sont des marques pas terribles qui font ça bizarrement, alors je sais pas quelle est la raison pour ça. En tout cas, oui, comme je le disais, oui, si vous avez par exemple une carte qui est relativement récente, elle a le détrompeur à cet endroit-là, et vous pouvez pas brancher des cartes assez anciennes, et si vous avez une carte assez ancienne, vous avez un détrompeur à cet endroit-là, et vous pouvez pas brancher les cartes trop récentes, parce qu'elles sont plus compatibles avec les deux normes, comme celle-là par exemple, celle d'en dessous n'est pas compatible avec les deux normes, parce que c'est les toutes dernières AGP. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon à ce propos? Ah oui, bon, alors ça, il faut pas l'oublier. Nous avons ce superbe port qui s'appelle AMR, je crois, mais je ne suis plus certain, le port ASMR pour s'endormir. Et donc ce port-là, en effet, était complètement à chier parce que c'était le port sur lequel on mettait un Win... Ah bah oui, c'est marqué dessus, tiens, d'ailleurs, AMR. Donc hop, je sais pas si vous le voyez bien à cause de la lumière qui n'est pas du tout calibrée pour cet angle de vidéo. Donc oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, on branche un WinModem dessus, mais alors certains WinModem qui sont encore pires que ceux qui sont en PCI, c'est-à-dire parmi les trucs les plus lents et les plus pourris que vous verrez de votre vie, souvent ça fait friser le PC quand ça numérote, c'est-à-dire quand ça lance la connexion. Donc oui, c'est d'une qualité absolument impressionnante, et il y a très peu de cartes mères qui l'ont eu ce truc. Parce que ce truc-là, en fait, il est apparu pendant une certaine période de temps, il a disparu aussi sec tellement c'était de la merde. Donc voilà, ça vous... Bon, il y a marqué Advance sur cette fameuse carte mère, peut-être que certains l'auront vu et l'auront remarqué et ont déjà mis un commentaire dessus, mais ça ne vient pas d'Advance. Il y a marqué Legend QDI, World Class Mainboard, c'est-à-dire carte mère de classe mondiale, Advance 10E, QDI grp.com. Oh là, il faut que je regarde tout de suite si ça existe encore, ça. C'est là où on voit la grande marque de carte mère de réputation mondiale et compagnie, quand vous avez par exemple leur site internet, je regarde si j'ai pas fait de bêtises, non, c'est bien ça, leur site internet officiel qui redirige maintenant vers hug.net, je vois même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bon voilà, c'est pour s'inscrire à internet visiblement. Bon, c'est magnifique, ça n'a absolument aucun rapport avec la carte mère, c'est magnifique aussi que ça ait changé comme ça de main pour quelque chose qui n'a aucun sens et aucun rapport. Si on regarde en dessous de l'étiquette, parce que oui, c'est une étiquette qu'ils ont mis sur le Southbridge, c'est absolument n'importe quoi de faire ça, on ne met jamais d'étiquette. Si on regarde en dessous de l'étiquette, je sais pas ce qu'on y trouvera comme GPU, qu'est-ce que je raconte, comme Southbridge, comme je veux dire comme chipset quoi, voilà, parce que là je peux pas l'enlever parce que c'est collé, bon génial, et de l'autre côté si je l'enlève ça va écailler complètement l'étiquette, il restera plus rien et c'est dommage parce que j'aurais préféré la garder. Donc il faudra que je la branche et que je la teste un de ces jours pour savoir, je fais ça en fin de vidéo, allez on va dire que je fais ça en fin de vidéo, pour savoir ce que c'est comme chipset en réalité, parce que si ça se trouve, on va se retrouver avec des chipsets d'une médiocrité sans nom, c'est-à-dire par exemple les chipsets de type Uli, Ali, BX Pro, TX Pro. Alors pour information, BX Pro, ça induit en erreur parce que en fait c'est une contrefaçon, c'est pas une contrefaçon, mais le nom est fait pour faire penser à un chipset qui est bon, c'est-à-dire le BX Pro de chez Intel. Et non, en fait c'est une marque qui s'appelle BX Pro, c'est pas un modèle qui s'appelle BX Pro en l'occurrence, et c'est juste des chipsets horribles, et il faut savoir que BX Pro, TX Pro, Uli, Ali et tout ça, c'est la même marque, c'est juste qu'ils ont pas arrêté de changer de nom parce que c'était trop de la bouse. Et donc voilà, pour noyer le poisson, et ben on change de marque et tout ça, ça vous rappelle peut-être certaines pratiques qu'il y a en vigueur chez les smartphones no-name. Alors avant de passer au dernier colis, j'ai remarqué un détail de poids, les condensateurs sont de marque Nichicon. Ouh là là, ils ont pas gonflé. Ça paraît assez impressionnant. Donc nous avons mais vraiment tout un tas de feuilles
feuille de papier, je sais pas trop ce que ça contient, il va falloir que je regarde ça un petit peu en détail avant de voir ce que j'en garde. Ah, en réalité, ce sont des feuilles de papier qu'il a collées au scotch pour pas que je les ouvre, pour que je regarde plus en détail après la vidéo ce qu'il y a comme problème. C'est des petits volets en fait, je croyais que c'était qu'il avait plié la feuille avec un truc pour cacher par-dessus, mais non, il a fait des petits volets pour pas que je lise ce que contient le colis en détail, et surtout que je sache pas ce qu'ont comme problème les différents trucs qu'il m'a envoyés. Par contre, il y a une lettre principale qu'il me dit « Salut Fabien, voici mon colis rempli de composants informatiques, c'est tout ce que j'ai accumulé suite aux années de dépannage des ordis de ma famille et des amis. J'espère que tu trouveras une place chez toi. » Bon oui, ça trouvera une place chez moi sans aucun souci. Il y a toujours de la place pour ce genre de truc. Tiens d'ailleurs oui, un truc qu'on verra pas dans le colis, c'est qu'il avait mis 4 disques durs SSI non testés et je les ai testés et en final il y en a 3 qui marchent sur les 4, donc ça va être vachement utile parce que je vais faire une vidéo là-dessus justement, j'arrête pas d'en parler dans chaque colis et je crois que au moment où je posterai cette vidéo, il y a de grandes chances que je l'ai faite et que je l'ai postée d'ailleurs déjà, je suppose, enfin j'espère en tout cas, parce que franchement j'ai toujours du mal avec mon planning, mais là pour une fois, bon bref, arrêtons de discuter. J'y joins une liste de tout ce qu'il y a dans le carton, mais je sais que tu aimes bien ouvrir les colis, découvrir les colis sans les avoir ouverts, bien entendu, bien sûr, et c'est signé Ludo. Première chose qu'il y a dans le colis, je vois que j'ai essayé de mettre, parce que j'ai enlevé, ah oui, il y avait énormément de processeurs dedans, je viens de me rappeler aussi de ce détail, un nombre impressionnant de processeurs. Par contre, il y en avait pas beaucoup qui valaient vraiment le coup d'être revus, mais il y a celui-là notamment, on va voir ça tout de suite. Et un deuxième processeur, c'est un Athlon 2, alors j'en ai aucun jusque-là, je sais pas si c'est un X2 ou je sais pas quoi, enfin bon, j'en ai aucune idée de ce que c'est, mais ça me servira très certainement à upgrader une config, mais par contre je vois qu'il y a plein de broches qu'il va falloir va falloir détordre aussi, mais là par contre c'est peut-être de ma faute parce que j'ai remis les trucs intéressants dans la boîte et je pensais l'avoir pincé à l'intérieur de la mousse que vous avez vu avant où j'avais réussi à pincer ça là-dedans, tiens, et visiblement j'ai tordu des broches comme un gros naze, parce que visiblement c'est le cas aussi pour celui-là. Oh, c'est à peine tordu pour celui-là, c'était peut-être le cas avant, j'en sais rien. Donc, ce processeur-là, grande surprise, je ne sais pas du tout ce que c'est en regardant comme ça, il y a juste marqué Malais, ça fait penser habituellement à du Intel, parce que ils étaient faits à cet endroit-là, à une époque, en Malaisie, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pas à prendre vraiment au sérieux, mais voilà, en fait c'est le ventirad qui va dessus, ou plutôt le radiateur tout court, en l'occurrence, qui en fait se visse dessus et se tient par la pression. Une fois que vous l'avez légèrement dévissé, eh bien vous pouvez l'enlever et nous avons dessus un Intel DX4, nom de Dieu, et carrément à 100 MHz et tout ça. Alors je sais pas ce que c'est que le iComp index machin chouette, ça franchement je n'en ai aucune idée de ce que c'est, mais j'avais jamais vu de DX4 jusque là, c'est les tout derniers 486 qui utilise, il me semble, un FSB qui est désynchronisé ou de 3 fois ou de 4 fois, je sais plus, la fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, habituellement, avec ces vieux processeurs, au tout départ, le FSB était égal à la fréquence du processeur. Puis ensuite, ils ont mis un multiplicateur x2 dessus, ce qui veut dire que un 66 MHz avait un FSB de 33, c'est-à-dire qu'il communiquait en 33 d'un côté, mais il fonctionnait en interne en 66, et patati patata jusqu'à arriver jusqu'au DX4 où là il a fallu désynchroniser un peu plus parce que les cartes mères ne suivaient pas. Donc voilà ce qu'il suffit de faire, on le glisse dedans. C'est la première fois que je vois un radiateur de ce type-là, mais c'est pratique parce qu'habituellement ces cartes mères n'ont pas d'attache pour tenir les radiateurs. Il faut ou coller le radiateur directement au processeur, c'est ce que j'ai vu habituellement, la plupart du temps c'est comme ça que c'est fait, ou clic, on a cette espèce de système, on le met dedans, on serre pas beaucoup, serrez pas beaucoup parce que vous risquez de péter le truc, c'est en faïence, donc on serre un petit peu et ça tient parfaitement bien dessus, et ça, si ma carte mère 486 le supporte, ça va tout de suite aller dans le build 486, dans le build si vous préférez le prononcer un petit peu plus à l'anglaise,
étant donné qu'ils ont tendance à être un peu plus, on va dire, au fait des lettres silencieuses. Il y en a partout en plein milieu des mots, et ce qui fait d'ailleurs qu'on croit qu'on prononce mal quand on n'y comprend rien. Donc bref, ce que je disais à propos de ça, oui, bah voilà, je crois que j'ai fini à propos de ça. On va voir maintenant quelques cartes graphiques. Alors dedans, il y avait 3 cartes graphiques. Une première, c'est cette-là de chez Nvidia, pour une fois, c'est bien marqué dessus. Alors quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires, est-ce que le fait que ça ait un PCB rouge, eh bien ça donne plutôt l'impression que c'est du ATI, du AMD, et si c'est du bleu ou du vert ou des trucs comme ça, est-ce que c'est pas plutôt du Nvidia? Est-ce que ça pourrait permettre de pouvoir mieux, pouvoir les détecter au pif? Alors oui, quand j'y vais au pif, c'est souvent à cause de la couleur du PCB, vous l'avez très certainement remarqué dans des précédentes vidéos. Oui, en effet, ça permet parfois de... Mais bon, c'est pas une science exacte du tout, parce que ça marche à peu près que 70% du temps. Justement, dans ces deux-là qui viennent d'un colis précédent, eh bien, il y en a une, c'est une Nvidia, alors qu'en réalité, c'est un PCB rouge, alors que là, c'est un PCB rouge, et c'est réellement une ATI. Donc là, bon, c'est une Nvidia avec un PCB bleu, et comme vous le voyez, pour une fois, aucun problème d'identification, c'est bien écrit parfaitement bien sur la carte graphique. Alors ça, franchement, c'est une bonne chose, faudrait que tous les constructeurs fassent ça. Et là, c'est pareil, si je me souviens bien. Oui, il y a marqué PixelView machin chouette NX31XA. Bon, ça donne l'impression que c'est du Nvidia, si je dis vraiment pas de bêtises. Et tiens, c'est marrant, j'avais pas remarqué qu'il manquait l'équerre, je viens juste de m'en rendre compte. Et le fait qu'il manque l'équerre veut très certainement dire qu'elle est HS. Je suppose que c'est pour cette raison qu'elle a été piquée. C'est peut-être pas tant qu'il a récupéré l'équerre, mais plutôt qu'il a récupéré les petites choses qui se mettent ici, là, pour pouvoir visser l'équerre ainsi que la prise. Parce que souvent, des fois, il y a des gens, ils dévissent ça comme ça rapidement de leur écran, et au final, ils se retrouvent avec ce truc qui est revenu avec l'écran, en fait, avec la prise VGA de l'écran, parce que c'était serré tellement fort, ça venait avec. Et donc, parfois, on trouve des cartes graphiques qui sont en parfait état de marche, mais le truc est venu avec, alors du coup, il en manque une. On en récupère sur une qui est HS, a priori, ça peut être une bonne idée. Donc, hop, nous avons du PCI Express cette fois-ci, nous avons un PCB bleu, donc on va dire que c'est du Nvidia, et... celle-ci nous laisse dans le doute. Bon, bien entendu, je ne regarde pas de manière extrêmement attentive. Parfois, j'ai remarqué que dans des vidéos, je laissais passer le fait que ça se voyait noir sur blanc, que c'était d'une marque ou d'une autre. Mais bon, voilà, l'angle de caméra n'est pas ce qui se fait de plus pratique pour pouvoir savoir si c'est l'un ou l'autre. Oh là, alors ça, ce truc-là, je vois pas du tout ce que c'est. Il y a marqué que ça date de 93, il y a une prise à mâchoire très bizarre ici, et... aucune idée de ce que c'est, mais alors aucune, purée. Par contre, cette prise, si là, on peut dire que pour visser la prise de l'autre côté pour pas que ça se débranche tout seul, nom de Dieu, ça va pas du tout. Alors, Alcatel Converters, immobilisation, d'accord, oui, en effet, je suis de marbre devant ce truc-là, je risque pas de bouger. Nous avons une énorme, alors je sais pas ce que c'est, un processeur. J'appuie toujours dessus parce que voilà, ça s'était... Justement, j'ai bien fait de le faire. Ça s'était légèrement déboîté de ce truc. Alors, ah oui, oh là, un composant avec marqué 96 dessus. L'autre, où il y a le PCB, il y a marqué 2000. Et là, il y a marqué quoi? J'arrive pas à décoder le dead code s'il y en a un. Si c'en est un, non, il y en a pas. Donc bon, nope. C'est pas fait pour ça. Donc, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc, mais nom de Dieu, à quoi ça sert? C'est de l'industriel, j'ai l'impression, hein, donc aucune idée de ce que c'est. Et ensuite, nous avons quelques disques durs, celui-là qui est un tout petit Travel Star de chez IBM. Alors Hitachi, en l'occurrence, il y a marqué, sûrement qu'ils ont racheté la filiale disque dur d'IBM à une époque, je ne sais pas du tout, ça c'est... Pourtant, je suis habituellement au fait de ce genre d'informations, et là, par contre, voilà, bon, je suppose que ça m'est passé au-dessus de la tête. Ensuite, nous avons ce disque dur qui marche pas du tout, c'est un Western Digital, même si ça se voit pas beaucoup. J'ai essayé de le débriquer et tout le bazar, ça n'a pas marché. Alors celui-là était bridé, et quand j'ai essayé de le faire fonctionner, eh bien, malheureusement, je l'ai briqué en essayant de le débrider. Bon, bah tant pis, c'est pas une grosse perte, parce que j'arrivais à rien de toute façon, je suppose que la tête est complètement morte, ou alors les plateaux, j'en sais trop, rien du tout. Et celui-là, par contre, est rigolo, on va le brancher tout de suite, après qu'on ait fini de déballer l'intégralité de tout ça.
parce que franchement, il a une panne un peu bizarre. Peut-être qu'un de ces jours je le démontrerai pour essayer de voir comment réparer ça. Et ensuite, enfin, nous avons une boîte de carte mère. Alors je suppose qu'il y a une carte mère dedans, on va voir ça tout de suite. Oui, nous avons une carte mère dedans. Donc, cette carte mère, c'est une carte mère socket AM2 peut-être, ou 939. Oui. Alors il y a deux, j'arrive pas à la sortir. Il y a deux idées. Ça veut dire en fait qu'a priori celle-là doit être une 939 parce que je vois pas une AM2 être suffisamment vieille. Ah bah voilà, en le sortant dans ce sens-là, ça sort tout seul. Alors je sais pas si la boîte correspond à la carte mère, mais a priori je dirais que non, parce que c'est pas marqué en noir sur blanc dessus, il y a marqué que c'est du MSI comme la boîte, mais ça n'a pas l'air d'être le même modèle, ou alors à l'époque ils marquaient pas le modèle en gros, on dirait plus un modèle OEM, un modèle qu'ils ont vendu par exemple à, je sais pas, HP ou peu importe. Et donc, qu'est-ce que je disais à propos de ça? Oui, alors c'est bien du 939, c'est un Athlon 64 qui a été mis dessus. Nous avons un chipset ATI, avant que ça appartienne à AMD et que ça devienne des chipsets AMD. Le truc avec les chipsets ATI, enfin ATI, c'est que c'était pas forcément ce qui se faisait de mieux tout le temps. Quand ils ont été rachetés par AMD, alors là c'est devenu les chipsets AMD qu'on connaît maintenant et qui sont très très bons, sans être forcément mirobolants non plus, mais il n'y a aucun chipset mirobolant de nos jours étant donné que l'intégralité est intégrée directement dans le processeur, et à cette époque-là ça commençait déjà, mais ce genre de truc, c'était pas cher et c'était pas mal si on voulait avoir une machine avec graphique intégré. D'ailleurs, vous voyez que oui, ça c'est vraiment du OEM, hein, pour avoir un truc comme ça y fait penser, mais alors tout de suite, nous avons un petit cache qui a été mis sur la prise VGA intégrée pour pas qu'on se trompe et qu'on l'utilise quand même, malgré que le PC était vendu avec une carte PCI Express pour rajouter une vraie carte graphique dedans. Je suppose que le modèle qui n'avait pas de vraie carte graphique dedans, il suffisait d'enlever ce truc-là parce qu'il y était pas tout bêtement et ça faisait un modèle sans carte graphique intégrée. Donc oui, ça c'était très certainement du HP, du Acer ou des trucs de ce genre. En tout cas, franchement, c'est très bien parce que du 939, franchement, j'ai presque rien, quoi. Et c'est souvent que de la merde, ce que j'ai. Genre, par exemple, on m'en a envoyé une avec le petit ventilateur sur le Northbridge, qui est vraiment une très très mauvaise idée qu'a eu MSI à une époque. Ça permettait de baisser les coûts de fabrication parce que il n'y avait pas besoin de mettre un gros radiateur dessus, mais le problème, c'est que le ventilateur s'use très 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 vite et donc du coup ça bousille tout le bazar. J'enlève la pile parce que c'est toujours mauvais de laisser une pile dedans et voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus, à part que tiens, je viens de remarquer qu'il manque un petit clip. Habituellement c'est standard, si le plastique autour est pas pété, je peux en récupérer un sur une carte mère HS sans aucun souci. Nous revoilà avec un angle un peu plus traditionnel, en tout cas pour mes vidéos, et nous avons du pain sur la planche. Tout d'abord, nous allons tester ce truc-là, ensuite nous allons essayer de détordre un truc, et ensuite, à la fin, nous allons essayer de voir ce que donne cette espèce de carte mère que nous avons vu avant avec un chipset mystère. Donc, ce disque dur, si vous vous rappelez pas ce qu'il avait, en fait, vous allez l'entendre tout de suite, enfin j'espère que ça s'entendra, donc j'allume l'alimentation. Alors si vous n'entendez rien du tout ou presque rien, c'est tout à fait normal, c'est parce que le disque dur fonctionne parfaitement bien. Maintenant je vais le bouger et j'espère que ça va le refaire parce que vous allez entendre sûrement le plus drôle de tous les problèmes et surtout le plus inédit de tous les problèmes que j'ai eu avec un disque dur. Écoutez donc ça. Alors ça s'entend vraiment à peine parce que j'ai l'impression que j'ai compris un truc, c'est que ça doit être la dilatation du métal qui pose un problème. C'est que en réalité en chauffant, les roulements doivent s'étirer un petit peu. Alors du coup, ça fait en sorte que c'est plus lâche, et l'axe bouge à l'intérieur du... Oups, j'ai bougé le micro parce qu'il est trop près, l'axe bouge, et donc du coup, les plateaux, ils racassent, quoi, en fait, ils sont pas droits comme un ventilateur qui serait usé. Et là, ça ne le fait pas parce que, visiblement, comme il vient tout juste d'être allumé et qu'il est froid, et ben du coup, ça compense le problème légèrement. Donc ça s'entend vraiment pas du tout, mais ça le fait un tout petit peu, on entend un petit bruit. Et le truc, c'est que quand ça le fait de manière vraiment très audible, le problème, c'est que ça rend le disque dur complètement illisible. Et donc on est obligé de le bouger délicatement comme ça, pour faire en sorte de trouver un angle sur lequel ça bouge comme il faut. En tout cas, voilà le problème de ce disque dur. Et franchement, il a dû beaucoup servir pour arriver jusque-là. Ou alors il avait visiblement une petite défaillance technique au niveau de la construction, ils l'ont peut-être mal lubrifié ou un truc comme ça, je ne sais pas.
Deuxième petit défi, essayons de détordre ce qu'il y a comme souci avec cette carte mère. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était ce coin-là, voilà, donc c'est à l'endroit. J'ouvre ça, et maintenant, regardons. Ouais, c'est vraiment bien tordu à cet endroit. Alors, pour information, le problème, alors je sais pas si c'est sur cette carte mère ce qui s'est produit, ou si c'est sur une autre, c'est que visiblement la personne qui m'a envoyé ça a fait tomber de la pâte thermique à l'intérieur du socket. Alors je suppose que c'est plutôt sur l'autre et pas sur celui-là. Et le problème, c'est que quand on fait ça, il faut surtout pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire essayer de, même délicatement, de nettoyer le truc. Ça ne se fait pas. Ou alors faut vraiment être très délicat et très doué. Hein. Par contre, foutu pour foutu, un truc qui marche et qui a malgré tout très peu de chance de faire plus de dégâts encore à la carte mère, ce serait de la plonger intégralement dans de l'eau avec du produit vaisselle par exemple, ou un autre produit dégraissant que vous choisirez. Et là par contre ça fonctionne, vous faites bien sécher après hein, bien entendu, mais alors vraiment très bien séché, et logiquement tout devrait aller pour le mieux après. Alors des petites épingles comme ça, j'en ai toute une collection, comme vous avez pu le remarquer, ça coûte très peu cher. Et maintenant, c'est parti pour essayer de détordre ça. Alors, pour détordre ça, il faut se servir de la technique que je vous ai dit, c'est-à-dire si ça brille, c'est que c'est bon. Tant que ça brille pas, c'est que c'est pas aligné comme il faut. Alors, c'est vraiment très dur à faire, et je me rends compte qu'avec la caméra, ça va pas aider du tout. Alors, c'est déjà un peu mieux, là, ce que je viens de faire. Je regarde s'il y a pas d'autres zones qui sont touchées. Non, a priori non. Donc, on va continuer à se focaliser là-dessus. À savoir que c'est moins grave qu'il manque une broche que le fait qu'une broche fasse contact avec le mauvais point. Alors ça, franchement, je vous le dis tout de suite. Si vous avez un problème comme ça, où c'est tout tordu et tout ça, foutu pour foutu, encore une fois, essayez de les détordre. Et si, à force d'essayer de la détordre et que vous n'arrivez pas à l'aligner parfaitement bien, bon, il faut pas non plus que ce soit aligné parfaitement bien, parce que si vous regardez comment c'est fait en dessous du processeur, il y a quand même une petite zone, c'est pas comme si c'était au micron près. Si vous en pétez une à force de pas réussir à la mettre exactement comme il faut, c'est moins grave qu'il manque la broche que si elle touche pas au bon endroit, parce que si vous voulez la raison de ce que je viens de dire, oui, si elle touche pas au bon endroit, ça risque de faire un court-circuit, ou je sais pas quoi, ça risque de toucher une broche de VCC par exemple, qui pourrait éventuellement être reliée aux autres VCC, alors que c'est une broche qui, elle, n'est pas une broche de VCC. Alors vous voyez un petit peu le genre de dégâts que ça peut faire, ça risque d'être plutôt dramatique. Et donc voilà. S'il manque la broche, par contre, ce sera juste une broche pas reliée. Et ça, par contre, c'est que dalle. Ah tiens, je vois qu'il y a une autre broche qui est tordue ici, je l'avais pas vue parce que elle est tellement décollée du reste, c'est juste impressionnant. Bon, j'ai détordu ça du mieux que je pouvais, alors ça se voit peut-être pas forcément, mais si vous regardez en fait, le quadrillage est ajusté bien comme il faut, tout est aligné en fait, sauf qu'il manque deux broches qui ont dû être arrachées du coup, et il y avait cette broche aussi qui était tordue tellement sur le côté que j'avais même pas vu qu'elle était tordue, parce que c'était carrément... Alors faut pas mettre ses doigts dessus hein, comme je le fais moi. Quand je le fais par exemple, là je touche le truc complètement, je le fais, mais alors c'est effleuré quoi, et c'est dans l'alignement quoi, et puis je sens que je croche des fois, parce que ça veut dire en fait qu'il y a une broche qui est plus... qui ressort plus que les autres. Alors, je sais pas à quoi servent ces deux broches. Si elles sont importantes, malheureusement, on ne pourra absolument plus faire fonctionner cette machine. Et si elles servent à rien, si elles servent à rien. C'est-à-dire, en gros, si ce sont par exemple des broches redondantes, comme il y a plein de VCC là-dessus, ça nous fera juste perdre un petit peu on va dire, de capacité d'overclock ou des trucs comme ça, où ça rendra le processeur instable avec la tension d'origine, donc il faudra mettre un peu plus de tension que celle qu'il y a d'origine, parce qu'il y aura moins de broches VCC reliées. Si c'est une broche, vous savez, de moins, on va appeler ça, qui serait pas relié, là ça voudrait dire que le processeur risque de chauffer un peu plus, à peine, juste parce que voilà, il y a moins d'endroits pour que le courant sorte, donc du coup le courant va devoir faire des circuits pour ressortir par les broches par lesquelles il est pas censé sortir. C'est pour ça qu'il y en a plein en fait de broches de courant entrée et sortie dans cette machine. C'est parce qu'en réalité, dans les processeurs, c'est parce qu'en réalité c'est pour faire en sorte qu'il y ait moins de longueur de câblage entre guillemets à l'intérieur même du processeur. Et donc un autre truc qui pourrait se passer, c'est par exemple on a perdu un canal. Donc par exemple cette barrette de RAM marche, là, mais les deux autres ne marchent plus. Et donc du coup, on ne pourra plus jamais faire du dual channel. Mais malgré tout, tout fonctionne encore.
Donc bon, faut savoir que le dual channel ça vous fera perdre jamais plus de 5% de performance, donc voilà, c'est pas non plus gravissime. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à propos de ça, mince, je me rappelle plus du tout. Oui, ça peut aussi vous faire perdre quelques petites fonctions par-ci par-là, alors là c'est vraiment au hasard, hein. Parfois ça marchera plus du tout, hein, comme je vous l'ai dit, parce que ça est tombé sur un truc qui était vraiment important, et sinon voilà, bon, c'est difficile à dire. Ensuite, il y a celle-ci que je ne vais pas faire en vidéo parce qu'il y a vraiment trop de boulot, mais j'ai l'impression qu'il manque aucune broche sur celle-là, ou alors j'ai mal vu, je sais pas. En tout cas, bon, je vais regarder quand même juste pour vous avertir. Bon, je viens de terminer d'essayer de faire ce que je peux là-dedans. Alors bon, c'est celui-là visiblement qui a été tartiné de pâte thermique, on la voit ici notamment, hein, c'est pour ça que c'est pas brillant, celle-là c'est pas l'endroit où ça aurait été plié. Par contre, il manque ici visiblement 2 têtes de broche, ici aussi, là il y en a quelques-unes qui sont pliées, et là il manque encore 2 autres têtes de broche. Alors je sais pas comment on arrive à atteindre un tel résultat pour enlever de la pâte thermique qui se trouve ici, mais il faudra qu'il m'explique, parce que la pâte thermique n'était ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas, elle est dans un putain d'état, c'est même pas la peine d'acheter un processeur, genre un Celeron ou je sais pas quoi, pour que je m'embête à essayer de voir si ça marche encore. Même l'autre où il manque de broches, en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regarde le, comment on appelle ça, le, le pin-out quoi, du truc. Bon, ça existe pour le 1160, non c'est pas ça, c'est le 1156. Pour le 1155 par contre, je sais pas si ça existe, mais il a pas dû beaucoup changer à mon avis, hein, a priori, enfin je suppose. Donc tiens, c'est marrant, ils ont mis les condensateurs légèrement sur un angle, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est que ça s'est plié ou je sais pas quoi. Ouais, non, ça a pas l'air volontaire étant donné que je peux les redresser sans problème. Donc ouais, bof. Enfin bref, je sais pas si c'est un Ventirad qui a fait ça ou si ça fait partie de tout ce fiasco carte mère. Mais sinon, bref. Oui, faudra vraiment qu'il m'explique parce que je vois pas trop comment on arrive à un tel résultat. Franchement, ça me fascine. Bon, alors je viens de brancher la carte mère et j'ai même mis la carte graphique, vous savez, sans équerre, etc. dessus pour voir ce que ça donne. Et vous savez quoi, elle marche en réalité, celle qui a pas d'équerre, enfin, ou en tout cas, elle marche en 2D. Je sais pas ce que ça donne en 3D, si ça se trouve à déconne. J'en ai absolument aucune idée. En tout cas, bon voilà, mais par contre, vous avez vu la tête du BIOS, nom de Dieu. Regardez-moi l'image qu'il affiche au démarrage. Non mais c'est... Oh, on dirait qu'on a donné une petite médaille, tu sais, pour le concours de natation de CM2. Enfin bon, bref, voilà. Et pour l'instant, ça ne nous donne pas vraiment d'indication sur quelle est la marque du Northbridge, enfin du chipset, quoi. Et ben on va regarder ce que ça donne, on va booter l'Ubuntu et voir ce que ça donne, tout bêtement, on va faire LSPCI, logiquement on aura notre réponse. Alors un petit LSPCI nous montre qu'il s'agit d'un chipset VIA, donc ouf, on l'a échappé belle. Et nous sommes de toute évidence équipés d'un Intel Pentium 3 800 MHz, très certainement FSB 133, étant donné que la fréquence est écrite un petit peu bizarrement, genre 797 ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ça nous montre que nous sommes pas sur un multiplicateur, nous sommes pas sur un contron, quoi. Donc ça a été multiplié par 133 ou un truc comme ça, très certainement, parce que sinon ça serait 800 piles si c'était du FSB 100, je suppose. Enfin bref, voilà, donc on a fini de faire le tour de tout ça, ça fonctionne, et ça fait du bruit aussi, pas tant que ça non plus, parce que ce sont pas les pires ventilos de l'époque que j'ai entendus, même si ce sont des petits ventilos qui font un petit bruit. Bon, autrefois le bruit était couvert par le bruit du disque dur, hein, faut dire. Bon bah voilà, je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!